Vous avez été nombreux à me demander comment faire pour avoir plus d'or sur Crusader Kings 3. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 7 petites astuces faciles à mettre en place pour vous créer une économie solide. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à aller voir ce que je fais, tu pourras trouver plein de guides sur Crusader Kings 3 et d'autres jeux. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien et c'est parti pour la vidéo. La première astuce, ça va être d'avoir un bon intendant et ça peut paraître tout bête, vous le savez probablement déjà, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors qu'est-ce que c'est un bon intendant ? Il n'y a pas vraiment de science exacte, mais partez du principe qu'au-dessus de 13, vous allez être dans le positif et en dessous de 13, du coup, ça sera plutôt médiocre. Au cours de la partie, vous allez avoir des événements aléatoires qui vont se produire, que vous pouvez voir ici dans l'encart des notifications d'événements. Et parmi ces événements, vous allez en avoir qui sont associés à vos conseillers et qui vont vous apporter des bonus ou des malus, donc qui seront des événements positifs ou négatifs. Et cet aléatoire, comme je disais, va être associé à leurs compétences, c'est-à-dire que, pour faire très simple, plus votre conseiller va être mauvais, va avoir une mauvaise compétence dans sa spécialité, plus vous allez avoir de chances d'avoir un événement négatif, donc un malus qui va se produire. Et à l'inverse, plus votre conseiller va être performant, plus il va avoir des bonnes stats dans sa spécialité, et plus vous avez de chances que cet événement va être positif et va vous apporter des bonus. Alors c'est le cas pour tous vos conseillers, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est uniquement l'intendance. Ici, d'ailleurs, vous voyez l'exemple d'un événement négatif qui s'est produit puisque, c'est pas très étonnant puisque notre intendant est à 0. J'ai fait exprès de le laisser à 0 pour faire apparaître un événement négatif. Et si je parle de cette astuce qu'on pourrait mettre entre guillemets, puisque ça demande d'avoir de la chance, vous pouvez pas activement faire venir ces événements-là, c'est que vous pouvez, dans ces événements positifs, gagner beaucoup d'argent. Les intendants peuvent vous rapporter comme ça 200, 250 pièces d'or sans que vous ayez rien à faire. Et c'est beaucoup d'argent, ça peut vraiment aider. Et donc, moi, je vous propose vraiment de mettre toutes les chances de votre côté, d'autant plus qu'avoir un mauvais intendant peut peser dans votre épargne et ça peut être un poids. Et en fonction de votre rang et de la compétence de votre intendant, vous pouvez avoir de très bonnes surprises. Ensuite, vous allez pouvoir tout simplement augmenter les impôts de vos vassaux en modifiant leur contrat vassalique. Et pour ça, vous vous rendez dans la section pays, dans l'onglet des sujets. Alors c'est une interface qui a changé il n'y a pas si longtemps que ça avec la grosse mise à jour. Et ici, vous allez avoir la liste de vos sujets et vous allez pouvoir accéder à leur contrat vassalique à ce niveau-là. Et le contrat, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement ses droits et ses devoirs envers vous. Et vous voyez que vous avez une section impôts. Alors ça dépend, elle n'est pas tout le temps par défaut sur normal, mais généralement vous allez l'avoir par défaut sur bas ou normal. C'est rare qu'elle soit directement surélevée. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller chercher des impôts élevés, donc qui vous payent plus d'impôts tous les mois. Mais pour ça, vous voyez que vous ne pouvez pas le faire gratuitement, entre guillemets, puisque ça va être un acte de tyrannie généralement. Donc comment le faire de manière réglo ? Tout simplement, vous allez lui accorder des avantages. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est déjà de lui demander moins de levée. Mais alors, il se trouve que maintenant, on ne peut plus faire que ça. Pendant longtemps, on pouvait juste lui demander moins de levée et avoir plus d'impôts. Là, on voit que ça ne suffit pas. Alors, vous pouvez regarder ce que vous pouvez lui donner comme autre avantage. Est-ce que ça ne vous dérange pas qu'il déclare des guerres au sein de votre territoire ? Est-ce que vous êtes sûr que vous n'allez jamais révoquer son titre ? Est-ce que vous voulez lui donner des droits au conseil si jamais il a des très bonnes statistiques ? Et vous voyez que si vous choisissez juste, imaginons, on est sûr de ne pas vouloir révoquer son titre, on va lui accorder ça, et vous voyez que là, on n'a plus de problème de tyrannie, on va pouvoir accepter et modifier le contrat vassalique, et il va pouvoir nous payer plus d'impôts. Et vous pouvez répéter cette opération sur tous vos vassaux. Et pour rester sur le même thème, je vais vous montrer comment intégrer votre conseil lige. Alors c'est une astuce qui est très puissante, mais qui va pouvoir se faire uniquement si vous avez un seigneur lige. Et pour ça, vous allez vous rendre sur l'icône de votre seigneur lige et vous allez modifier votre contrat vassalique. Donc c'est la même interface qu'on vient de voir, sauf que cette fois-ci, c'est le contrat qui vous lie à votre seigneur lige. Et on pourrait croire que je vais vous dire de baisser vos impôts, ce qui vous ferait, contre des levées plus importantes, ce qui vous ferait économiser de l'argent et donc gagner de l'argent. Mais je vais vous montrer quelque chose de beaucoup plus puissant, ce qu'on appelle les droits au conseil garantis. Donc ce que vous allez vouloir chercher, c'est cocher cette case pour avoir des droits au conseil garantis, mais ça va coûter un peu plus cher, puisque si, comme on l'a vu juste avant, vous lui accordez des levées plus importantes, vous voyez que ça ne va pas forcément suffire. Donc on va aussi lui accorder des impôts plus élevés. Ça pourrait paraître contre-intuitif, mais vous allez voir, on va clairement s'y retrouver. Là, on voit que ça fonctionne.
C'est pas forcément le même taux de distribution. Il faut peut-être faire plus ou moins de concessions en fonction de la partie dans laquelle vous êtes et de votre relation et du rang de votre seigneur lige. Donc ça, c'est à vous de voir, mais moi je vous conseille de toujours trouver un moyen d'avoir ces droits au conseil garantis, quitte à faire plus de concessions que ça. Donc maintenant c'est bon, on va modifier le contrat vassalique. Une fois que c'est fait, donc on va écarter ça. Et c'est pas fini, on va retourner sur notre seigneur lige et cette fois-ci, on a une nouvelle fonctionnalité qui arrive, c'est de pouvoir exiger un poste au conseil. Et le poste qui va nous intéresser, c'est l'intendance. Et vous pouvez voir les bonus que ça va nous apporter. Donc c'est vraiment très puissant, ça peut varier en fonction notamment du rang de votre seigneur lige. Là, ça va nous faire gagner 2 d'impôts flat par mois, ce qui est énorme. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est à plus 6. Sachant que c'est à peu près c'est l'équivalent d'un bâtiment spécial. Vous gagnez aussi 7% d'impôt du domaine. Vous avez des bâtiments moins chers à construire et vous allez XP plus rapidement en intendance. Donc on va prendre ça et vous voyez, hein, par exemple, là on est à 6,3 et on passe à 8,3. C'est vraiment un bonus qui est extrêmement puissant. Je vous conseille vraiment de le faire au tout début de votre partie. Si vous avez un seigneur lige, ça fait partie, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, des premières actions à mettre en place quand vous commencez une partie. Puisque c'est pas un bonus flat d'argent, mais c'est des bonus qui apparaissent sous forme d'impôts mensuels. Donc plus tôt vous le faites, plus d'argent vous allez amasser tout simplement. Maintenant, je vais vous parler d'un combo qui est très connu sur Crusader Kings 3. C'est celui de combiner 2 atouts de mode de vie pour pouvoir vendre des hameçons que vous allez créer. Et pour ça, vous allez avoir besoin de comprendre une chose fondamentale, c'est que vous pouvez changer de mode de vie au cours de la partie, puisque les 2 atouts qui vont nous intéresser ne sont pas dans le même mode de vie, tout simplement. Là, on voit qu'on joue un personnage qui est en intrigue, et on a le mode de vie, l'atout qui nous intéresse, c'est la vérité relative qui va vous permettre de créer des hameçons. Et vous voyez que si vous ne l'avez pas, ça va vous coûter qu'1 point, puisque c'est le premier point de l'arbre. Maintenant, le deuxième point qui va nous intéresser, il se trouve dans le mode de vie d'intendance, et il va s'appeler obligation en or. Dans l'arbre avare, et vous voyez que là encore ça va nous coûter qu'un seul point en intendance puisque c'est le premier atout du mode de vie avare, enfin de l'arbre avare. Et maintenant, ce qu'on peut se dire, c'est que nous on joue intrigue, on joue pas intendance. Il faut savoir que vous pouvez changer de mode de vie tous les 5 ans. Donc là en l'occurrence on va pouvoir changer de mode de vie. Pour ça il faut choisir un intérêt différent. Alors ça n'a pas vraiment d'importance en soi, donc je vais prendre richesse et maintenant, on va commencer à prendre de l'expérience dans ce mode de vie. Donc je vous retrouve juste après, une fois qu'on aura pris un niveau. Et maintenant qu'on a notre point d'intendance, on va pouvoir le dépenser sur obligation en or. Ça va nous permettre du coup de vendre les hameçons qu'on va avoir, donc ceux que vous créez, mais aussi ceux que vous pouvez trouver au cours de la partie. Alors moi j'en ai déjà créé un pour aller plus vite. On peut le trouver dans l'onglet des hameçons. Et vous allez voir que cette fois-ci, vous allez avoir une nouvelle option qui permet d'exiger un paiement et ça va vous permettre de vendre ce hameçon. Alors là, on voit qu'on gagne 10 pièces d'or puisque c'est Mad Mister, je crois pas qu'elle a un titre important. Sachez que la somme que vous allez récupérer dépend notamment du rang de la personne et ça peut être des sommes très importantes si vous arrivez à choper des hameçons sur un roi ou encore mieux un empereur. C'est une astuce qui peut être très puissante, mais je vous alerte sur un point. Je vous conseille de l'utiliser si vous êtes de base spécialisé en intrigue et ce qui vous permet du coup de pouvoir enchaîner les complots assez facilement, parce que si c'est pas le cas et que vous n'avez pas de compétences d'intrigue et que vous échouez tous vos complots, évidemment ça va être beaucoup plus compliqué d'en tirer profit. Donc voilà, c'est quelque chose, il faut savoir que vous pouvez le faire quel que soit votre personnage, mais regardez, posez-vous les questions de est-ce que vous avez les compétences, est-ce que votre personnage est prêt à suivre ce genre de voie. Maintenant, je vais vous montrer une astuce qui consiste à demander de l'or à votre chef de foi. Et vous allez voir, c'est un petit peu plus technique que juste dépenser de la piété pour gagner de l'argent. Donc on va regarder un petit peu le détail. Tout simplement, pour commencer, on va regarder dans l'onglet de la religion. On va demander de l'or à notre chef de foi. Et vous voyez qu'ici, on peut le faire. Ça va nous coûter 250 de piété. On va gagner 234 pièces d'or, donc c'est un échange très intéressant. Il faut savoir que cette somme, elle va varier en fonction de ses finances notamment, mais généralement c'est très intéressant, c'est des sommes qui sont très importantes. Ça va aussi nous coûter 20 d'opinion, parce qu'il n'est pas spécialement ravi qu'on lui demande de l'or, sachant que l'opinion c'est très important puisque c'est une variable qui va permettre ou non de pouvoir lui demander de l'or. Puisque quand on regarde la ventilation de l'acceptation, on n'est qu'à plus 5, donc on n'était pas loin de ne pas pouvoir le faire, sachant qu'on a quand même beaucoup de piété.
on part avec moins 40 de réticence de base, donc ça c'est valable pour tout le monde. Donc ces moins 40, il va falloir les pallier. On voit que nous on arrive à les pallier notamment parce qu'on a une bonne opinion du pape qui nous donne un plus 25 de bonus. On voit qu'on a plus 50, hein, donc c'est vous gagnez plus 1 d'acceptation tous les deux d'opinion. On a un petit bonus parce qu'on parle la même langue que lui, et aussi on a un bonus très intéressant grâce à notre niveau de dévotion. On voit qu'on est au niveau 4. Le niveau de dévotion, c'est en fonction de la piété que vous avez la piété globale que vous avez accumulée au fur et à mesure de la partie, au fil de la partie. Et donc on voit qu'avec tout ça, on arrive qu'à plus 5, donc on peut le faire, mais c'était tout juste. Donc c'est un petit peu plus complexe que juste avoir de la piété, mais si vous gérez bien tout ça, et si vous allez, n'hésitez vraiment pas à aller regarder la ventilation de cette acceptation avec votre chef de foi, parce que même si vous ne pouvez pas lui demander de l'or, ça va vous permettre de voir sur quels paramètres vous pouvez jouer pour essayer justement d'être en positif et de récupérer cette somme-là. Ensuite, une fois que c'est bon, c'est tout simple, vous lui demandez de l'or, vous attendez quelques jours et c'est dans les caisses. Et pour la petite précision, vous allez pouvoir faire ça une fois tous les 3 ans. Et d'ailleurs, c'est intéressant puisque quand on regarde maintenant si on veut lui demander de l'or, alors certes, c'est pas possible parce qu'on vient de le faire, mais vous voyez que même en termes d'acceptation, on n'est plus bon maintenant. Pour 2 raisons. Premièrement, on a perdu de l'opinion, donc on n'est plus à plus 25 des bonus de l'opinion, on est qu'à plus 15. Et en plus, on vient de récupérer un autre malus qui fait que comme on est déjà riche, il nous considère en tout cas comme déjà riche, donc on se prend moins 25 en plus. Ça veut dire que malgré tout, quand on arrivera à expiration de la date et qu'on pourra lui redemander de l'or, c'est pas dit qu'on puisse tout de suite le refaire et il va falloir retravailler sur ces choses-là. Et ça sera important pour moi à ce moment-là, de faire en sorte de pouvoir leur demander, parce que ça, quand vous pouvez le faire, si vous êtes sur une partie qui peut se permettre de demander de l'or à votre chef de foi, je vous conseille de vraiment jouer autour de ça, parce que réussir en tout cas à obtenir ce soutien du chef de foi tous les 3 ans, c'est un bonus vraiment énorme pour vos caisses. Donc cette fois-ci, on va plutôt parler de comment faire des économies plutôt que comment générer de l'argent. Et pour ça, on va parler des postes à la cour. Donc je vous ai pris un exemple d'une partie où j'ai beaucoup de monde embauché. Et on peut se rendre compte déjà d'un truc, c'est que ça nous coûte assez cher. On est presque à 2 d'or par mois, donc c'est vraiment colossal. Même si on joue un empereur et qu'on a de l'argent, et qu'on voit des petites sommes comme 0,15, 0,10, faut pas oublier qu'on est sur des salaires mensuels et que ça peut vraiment représenter une somme colossale au fil des années tout simplement. Ce que je suis en train de dire, c'est pas de virer tout le monde et qu'il faut absolument avoir personne d'embauché à la cour. En revanche, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces postes répondent à des besoins, à des problématiques. Et si vous ne les avez pas, ne les embauchez pas, tout simplement. Je prends un exemple tout bête, on va pas tous les faire, mais un médecin, ça peut être utile un peu tout le temps. Moi, je vous conseille de le garder uniquement quand vous avez une épidémie. Sinon, ça peut vous coûter très cher. Le sénéchal, par exemple, qui coûte, je pense que c'est un des postes les plus chers d'ailleurs, c'est très intéressant de l'avoir si vous êtes en train de récupérer beaucoup de comtés et que vous avez besoin de très vite remonter le contrôle comptable pour pouvoir toucher plus d'impôts. Et en fait, ce sénéchal, il va se rentabiliser dans cette situation-là. Mais si vous n'avez pas de cette situation et que vous avez un bon contrôle comptable sur tous vos comtés, ça n'a aucun sens de l'avoir. Donc faites très attention à ça, gérez bien vos postes et surtout ne sous-estimez pas le coût que ça peut représenter au fil des années. Et bien évidemment, pour finir, on va parler des bâtiments. Vous les attendez, je suppose, mais vous allez peut-être être surpris parce que je ne vais pas forcément vous en parler en bien, mais c'est très important qu'on fasse un point sur la vidéo, puisque ces bâtiments, donc là on va parler des bâtiments économiques, comme les manoirs et les fermes, ces bâtiments sont une très bonne solution pour générer de l'argent. Parfois même, on pourrait considérer que c'est la solution la plus puissante, mais là on parle d'une solution à très long terme. Il faut savoir, pour schématiser, vraiment très globalement, très grossièrement, un bâtiment économique va mettre environ 20 ans, parfois même un peu plus de 20 ans, à se rentabiliser. C'est-à-dire que le nouvel impôt généré par le bâtiment, rembourse son coût de construction. Ça veut dire que si vous cherchez une solution à court-moyen terme pour générer de l'argent, les bâtiments, notamment les bâtiments économiques, ne sont pas du tout la solution adaptée. Donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas faire de bâtiments. Moi-même, dans mes gameplays, si vous les suivez, j'en fais énormément parce que j'adore ça et je trouve que c'est très puissant. Partez juste du principe que vous êtes sur du très long terme. Donc, ces constructions doivent se faire quand justement vous avez déjà une économie solide et que vous n'êtes pas
dans un besoin immédiat d'argent, que vous n'avez pas de guerre en cours, vous êtes vraiment en train de construire l'économie future, donc parfois même pour des prochaines générations. Donc voilà, c'était très important que je fasse ce point-là. C'est une astuce non pas pour se faire de l'argent rapidement, mais en tout cas pour pas en perdre inutilement et pour s'en faire dans un laps de temps qui est beaucoup plus large. Mais vraiment, gardez ça en tête. Et puisqu'on parle de ça, je vais vous donner quelques petits conseils sur ces bâtiments. Ce que je vous propose de faire, c'est pas de les construire au compte-gouttes avec un peu n'importe qui, mais c'est plutôt de vous accorder une période sur laquelle vous allez construire beaucoup de bâtiments. Et évidemment, il faut respecter au moins 2 conditions. Premièrement, c'est d'être dans un temps de jeu qui est assez pacifique, où vous n'avez pas trop de guerre en cours, que vous n'avez pas besoin de dépenser de l'argent pour d'autres raisons que des bâtiments. Et évidemment que vous ayez une économie déjà relativement solide. Et la deuxième condition à respecter, c'est d'avoir un personnage qui sera spécialisé en intendance et qui aura un maximum de bonus sur la réduction des coûts de bâtiment, potentiellement aussi la réduction du temps de construction, qui est intéressante, puisque je le rappelle, plus tôt un bâtiment est construit, plus tôt il va vous rapporter de l'impôt. Donc plus tôt il va se rentabiliser, et donc il faut aussi voir ça comme un temps de construction de bâtiment, il faut voir ça comme de l'argent. Donc essayez de vous accorder une période pour ça, de vous accorder un personnage pour ça. Ça peut être le fils de votre personnage principal, le petit-fils, en tout cas un héritier. Et une fois que vous aurez vraiment dépensé ces 10-15 années à construire des bâtiments, vous passez à la suite. Vous allez attendre évidemment que ça se mette en place, mais vous allez avoir une suite de parties avec votre prochain personnage qui sera beaucoup plus confortable, puisque vous allez avoir une économie très solide et optimisée. Et on arrive déjà à la fin de cette vidéo, alors j'espère que ça t'aura plu, j'espère que tu as pu apprendre des choses, que tu pourras mieux gérer ton économie. En tout cas, moi de mon côté, je vais reprendre les guides sur ce format-là, sur Crusader Kings 3, mais aussi sur d'autres jeux. On va notamment parler de Europa Universalis 5 qui va bientôt sortir. D'ici là, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très vite.